prochain intervenant, je vais vous prie de prendre votre place. C'est Aurélie Tucker, il est professeur de philosophie à l'Université de Bergen. Donc, il est l'auteur de l'ouvrage La philosophie du langage, une archéologie saussuréenne, paru en 2002. Oui, merci, Anya. Peut-être qu'il faut dire que moi, je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas du tout spécialiste sur Saussure, donc je ne lis pas Saussure en tant que linguiste. Saussure m'intéresse pour des raisons philosophiques, parce qu'il n'est pas philosophe. Donc, pour moi, Saussure, c'est l'entrée pour une critique de la philosophie du langage. Mon projet ce matin, c'est de relire un peu notre texte aujourd'hui, c'est-à-dire l'essence double du langage. Et mon propos sera plutôt philologique. Comment comprendre double dualité dans ce manuscrit? Et si on veut faire une lecture de près, je crois que le point de départ, c'est évidemment de dire on ne le comprend pas. Si on croit qu'on comprend ce qu'on va lire, on ne le comprend pas. Donc il faut oublier toute catégorie, oublier Schleiermacher, le global local, et tout cela. Il faut lire le manuscrit. Je me suis rendu compte qu'en lisant Ariana Romanestica, le sens double du langage, je peux répéter mon constat, on ne comprend pas ce que ceci veut dire par double et dualité. Je prends aussi l'exemple plutôt personnel. J'avais un échange avec Jacques Courset, linguiste. On croyait qu'on parlait de la même chose, double et dualité, mais pas du tout. C'était intéressant, parce que de trouver des désaccords peut ouvrir la pensée. Donc, je vous invite d'oublier maintenant, de croire savoir ce qui veut dire double ou dualité. Et je prends un exemple. Je prends un exemple de notre ami japonais qui a écrit dans Ariana Romanestica sur le sens double. Il s'agit de Matsuzawa, et je vous invite d'ouvrir la page 124. 124. On va maintenant lire dans le sens philologique, le lire mot à mot. Parce que moi, je ne comprends rien. Ah bon, c'est du japonais. Comment? C'est du japonais. Ou presque. Non, non, c'est le français. Donc, il parle de l'immatérialité et la dualité du langage, et il cite un paragraphe très important de l'essence double, que je vais aussi lire, parce que je crois que je me prends ce paragraphe comme point d'entrée dans mon non-savoir sur ce qui est le double. Il s'agit de principe de dualisme, page 20. Je cite. Le dualisme profond qui partage le langage ne réside pas dans le dualisme du fond et de l'idée, du phénomène vocal et du phénomène mental. C'est là la façon facile et pernicieuse de le concevoir. Donc, ce dualisme réside dans la dualité du phénomène vocal comme tel et du phénomène vocal comme signe, du fait physique, parenthèse objective, et du fait physico-mental subjectif. Nullement du fait physique du son par opposition au fait mental de la signification. Il y a un premier domaine intérieur psychique où existe le signe autant que la signification, l'un indissolublement lié à l'autre. Il y a un second extérieur où n'existe plus le signe, mais à cet instant,
le signe réduit à une succession d'ondes sonores ne mérite pour nous que le nom de figure vocale. Ce paragraphe chez Saussure et ce dualisme, ces mots qui me dérangent. Oui, j'ai essayé de l'arrêter. Je pensais l'avoir arrêté. Bon, Pardon, arrête. ce paragraphe pose clairement qu'il y a deux dualismes. On est d'accord, deux dualismes. Mais, curieusement, le second dualisme sera très facilement mélangé avec ce que Saussure appelle dualité. Mais pas du tout. Je veux donc, mais maintenant, quand je dis pas du tout, c'est pour vous provoquer, parce que moi non plus ne sais pas ce que veut dire double et dualité. Mais, donc, le commentaire de Matsusawa, donc, il dit qu'il y a deux dualismes, mais la formulation de Saussure laisse un pas obscur. Donc il répète le dualisme, et aux pages 125, ce flottement résulte du fait que la dualité de la figure vocale et du signe linguistique se répète en abîme dans le signe linguistique lui-même comme une autre dualité, celle du signifiant et du signifié. Voilà. Donc, les dualismes, il y a deux dualismes. Le second dualisme se répète dans la dualité du signe. Et c'est ça qui est donc, à mon avis, une première erreur. La première erreur, c'est de ne pas prendre ces deux dualismes au sérieux. Si je peux le mettre sur le tableau, parce qu'il y a en effet deux dualismes de nature différente. Et le dernier dualisme n'a rien à voir avec la dualité au sens de Saussure, mais le dernier dualisme est l'introduction à la dualité chez Saussure. Et si on ne voit pas ça, on est perdu. Maintenant, je suis un peu dogmatique, mais je n'ai pas trop de temps pour développer. Est-ce qu'on peut peut-être... on n'a rien de marqué sur... Bon. Donc, avant de revenir... Merci. Oui. Mais il faut aussi que tu enlèves ça. Ça va être à droite, le petit moitié. C'est pas là. Oh. Non, il faut tirer vers le... Ah oui. Donc, notre ami japonais n'a pas lu ce paragraphe comme un paragraphe qui distingue deux dualismes. Et il faut aussi dire que ce paragraphe est intitulé « Principe du dualisme ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, principe du dualisme. Mais quand même, il y a donc deux dualismes. C'est de Rudolf Engler, principe du dualisme, c'est pas Saussure. Non, mais je le sais bien, c'est pour ça que je dis... Je l'ai dit là pour... Ah bon, non, mais on pourrait dire les deux dualismes, par exemple. Ça va. Parce que l'important, c'est que le premier dualisme, c'est le dualisme traditionnel. Penser monde, penser langage, signe, chose, objet. Et ça, c'est un dualisme qui met le rapport entre deux choses. D'abord, on distingue le langage et le monde, et puis on pose la question, quel est le rapport entre les deux termes distingués? Donc, c'est un dualisme qui met deux choses en contraste pour poser la question, c'est quel rapport? Et ici, par exemple, il peut être le son ou le signe dans le sens qui n'est pas le sens dans les cours, mais
ici, c'est plutôt l'expression dans les sens doubles. Et ici, sera donc le contenu, le psychique ou le monde. Bon, il critique ça comme ce qu'il appelle l'erreur fondamentale de notre pensée. Quel est donc l'autre dualisme? L'autre dualisme change complètement le terrain parce que, critiquant ce dualisme en disant que le contenu, le sens sont déjà dans l'expression, dans le signe, il met donc un dualisme entre la langue et ce qui sera, ce qu'il appelle ici figure vocale, mais figure vocale au sens physiologique, au sens physique. Donc, l'objet physique sort de la linguistique et on aura donc un dualisme entre ce qui est ici, c'est le signe, c'est le son, c'est le sens, qui se distingue de la figure vocale ou ce qui est seulement physiologique. Je vais revenir sur... C'est ça qui est des ondes sonores ne méritent pour nous que le nom de figure vocale. Ce dualisme est de nature complètement différente du premier dualisme. Parce que maintenant, deux choses sont distinguées, mais la question ne se pose pas quel rapport entre les deux. Donc, ici, vous avez un dualisme qui met en rapport les deux termes. Ici, il y a un dualisme directement antinomique. Il n'y a pas rapport entre la langue et ce qui est physique, le physiologique, les ondes sonores. Donc, toute notre pensée classique ou traditionnelle appartient à ce dualisme-là. Donc, ceci introduit un nouveau dualisme, mais ce dualisme, et c'est ça que moi aussi j'avais, il y a très longtemps, je croyais que la dualité c'est ça. Parce qu'on mélange, et ceci lui-même mélange dualisme et dualité. Il faut aussi dire que les termes dans ce manuscrit sont ambigus. Il n'y a pas un emploi de mots ici consistant, mais le concept est heureusement différent des mots. Donc, ce nouveau dualisme veut dire que la dualité, c'est ici. Donc, le dualisme antinomique implique que l'un côté de ce dualisme, ça, c'est la dualité, le double. Ça, c'est le signe qui est à la fois sens et son. Donc, vous voyez que l'autonomie de la langue, je suis sûr, dépend d'une critique du dualisme classique entre pensée et monde, pensée et langage. Parce que maintenant, évidemment, la pensée est liée au langage. Donc, on sort de la philosophie classique, mais sortant, il faut inventer un nouveau dualisme. Et donc, quand Saussure parle de l'erreur fondamentale qui est répétée dans ce manuscrit plusieurs fois, est liée au dualisme classique, le premier dualisme. Tout son problème est donc de trouver une terminologie à l'auteur de ce autre dualisme, qui est, il faut le dire, un dualisme théorique. Parce que le premier dualisme, le dualisme traditionnel, est tout simplement un dualisme spontané. C'est le sujet, c'est l'objet, c'est la pensée et le monde, c'est les mots et les choses. Ça, c'est au niveau spontané. Et la tradition philosophique, notre tradition intellectuelle, a en quelque sorte interprété
ce dualisme spontané en dualisme qu'on connaît. Donc, le premier pas chez Saussure pour sortir de cette tradition, c'est d'inventer un nouveau dualisme. Mais si ce nouveau dualisme est mélangé avec dualité dans le sens nouveau chez Saussure, on est perdu. Parce qu'alors, on perd ce rapport, c'est-à-dire ce non-rapport, pardon. Parce que ici, on peut dire que ce dualisme théorique, on peut appeler ça un dualisme antinomique. Parce qu'ici, il n'y a pas de rapport. Ici, il y a un rapport, par exemple, si on prend l'exemple classique chez Descartes pour le dualisme, c'est l'âme et le corps. Donc, il y a quand même un rapport quelque part entre l'âme et le corps. Donc, les philosophes discutent pendant 200 ans quel est le rapport entre l'âme et le corps, ou quel est le rapport entre la pensée et le monde, ou entre le langage et la pensée. Donc, de faire ça, de barrer ce dualisme classique, ce dualisme spontané, ouvre une porte à notre lecture de ce que veut dire double et dualité. Et donc notre ami japonais croit que ce dualisme est une dualité, et cela veut dire que, je répète, je cite, ce flottement résulte du fait que la dualité de la figure vocale et du signe linguistique. Mais ici, il n'y a pas du tout une dualité de la figure vocale, il y a un dualisme. Mais donc, il croit peut-être, ou nous croyez peut-être, que dualité et dualisme veut dire la même chose. Évidemment, ça c'est le problème terminologique, parce que dualité peut dire dualisme, n'est-ce pas? Aussi bien en anglais qu'en français. Mais que la dualité de la figure vocale et du signe linguistique, c'est-à-dire que cette dualité, ou ce dualisme, se répète dans le signe. Ici, se répète en abîme dans le signe linguistique lui-même, comme une autre dualité, celle du signifiant et du signifié. À mon avis, cela implique que ceci devient complètement incompréhensible. On ne peut pas le comprendre. Et pour des raisons que je crois qu'on ne lit pas assez philologiquement de près le texte. Évidemment, ce n'est pas à moi, pauvre philosophe, de donner des leçons de philologie à vous, mais quand même, il faut, quand on lit, oublier ce qu'on sait. Parce que si on n'oublie pas ce qu'on sait, on ne peut pas avoir de nouvelles pensées. Et l'intérêt de ce manuscrit, c'est sûr, c'est vraiment de nous pousser à de nouvelles pensées. Sinon, on peut rester dans notre tranquillité. Mais ce que, ici je cite notre ami japonais, mais un peu par ça, parce que moi je crois que ce qui se répète dans notre numéro, c'est vraiment la difficulté de comprendre ce double et cette dualité. Et ce n'est pas une honte de le dire, au contraire, il faut admettre qu'on ne le comprend pas. Et moi, en faisant ça, j'ai fait un premier pas. Mais je ne dis pas que je comprends ce qu'il veut faire ça, parce que évidemment, il faut donc avouer que si on abandonne ce premier dualisme, le dualisme classique, traditionnel, il faut réformer toute la terminologie, tous nos termes, parce que il faut quand même avouer que le terme même signe est lié à ce dualisme. C'est le signe qui est le signe de la chose. Donc notre terminologie, quand on parle
du langage est informé, structuré par ce dualisme. Et c'est ça, et c'est pour ça que Saussure avait vraiment des problèmes avec le terme signe. Il a fait une critique du signe, et c'est bien visible quand il parle de scène, il essaie de terminologies différentes, mais il n'arrête pas. Donc, il y a quelque chose forcé d'employer le terme signe, mais il rompt avec ce dualisme. On peut par exemple citer par hasard Jacobson, qui, quand il dit Saussure, il dit que bon, c'est la tradition, c'est le signe qui remplace la chose à l'équipe ou à l'ego. C'est ça. Et on le croit. Et si on le croit, on ne comprend rien. Parce qu'on croit qu'on comprend. Et de comprendre. Et si on comprend, évidemment, ça veut aussi dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et ce que ceci peut nous apprendre, c'est évidemment de faire le déplacement de ce dualisme classique à ce dualisme théorique qui est antinomique, qui est la condition pour que la langue soit un domaine qui n'est pas réductible à autre chose que la condition pour que la langue puisse avoir une autonomie. Et tout donc, quand on parle de la dualité, tout le développement chez Saussure dans ce manuscrit vient ici. Quand il parle de la subjectivité, du sens perçu, de la perception, parce qu'ici, quand le signe remplace quelque chose, l'usage du langage n'est pas pris en compte. C'est ici qu'on peut parler de l'usage du langage, et c'est aussi que tout est lié à notre perception et articulation du langage, c'est-à-dire l'autoproduction du langage en parlant et en écoutant. Ce que je viens de dire, je veux confirmer un peu ma propre intuition en vous tirant votre attention sur ce qu'il dit quand il parle de la distinction fondamentale et unique en linguistique dépend donc du savoir. Donc, ce dualisme, et il est dit 3-4 fois, et c'est curieux qu'on ne le voit pas, mais évidemment, si on pense à partir du premier dualisme, on ne peut pas le comprendre. Donc, le dernier dualisme là, le dualisme théorique, n'est que ce qu'il appelle en 2 ou 3 reprises la distinction fondamentale et unique en linguistique dépend donc du savoir. Et évidemment, si on considère un signe ou une figure vocale comme signe, donc si on considère la figure vocale comme signe, oui, je ne vais pas vous lire toute cette explication de ce qu'il y a en jeu, mais je veux quand même attirer votre attention sur le fait que pour lui, la distinction fondamentale se trouve là. Et évidemment, distinction peut aussi être dualisme. La distinction ne veut pas dire dualité. Donc, dualité, c'est le mot, en quelque sorte, mystérieux pour échapper au premier dualisme. Mais c'est quoi, dualité? C'est ça que je veux dire. Et la distinction fondamentale, elle est unique. Elle est notée comme unique aussi. Et oui, c'est ça. Hein. Ah, merci. Fondamental et unique à linguistique. Et c'est ça qui, en quelque sorte, fait. C'est sa manière de délimiter la langue. Donc, il délimite la langue d'une manière tout à fait nouvelle. C'est un autre découpage.
Et donc, il répète dans ce manuscrit l'erreur fondamentale. L'erreur fondamentale, il le répète plusieurs fois, je ne vais pas vous les citer. Et l'erreur fondamentale, c'est ça, c'est si simple. Que le signe est là et la chose est là. Que le signe est là et la pensée est là. C'est très simple. C'est élémentaire même. Mais c'est si simple qu'on risque évidemment de ne pas le voir parce que c'est trop simple. Et c'est si simple parce que c'est tellement lié à notre manière spontanée de penser. Moi, sujet, pensée, monde, etc., etc. Mais c'est quoi donc le double? Et c'est ça. Et c'est ici, il faut vraiment être prudent. Parce que ce que Saussure est en train de faire, c'est évidemment de se déplacer par rapport à toute une tradition. La tradition logico-grammaticale est liée évidemment au parallélisme entre grammaire et logique. Donc, il se déplace de cette tradition logico-grammaticale, il se déplace de la logique. Il se déplace de la logique dans le sens d'Aristote, où il y a identité A, identique avec A, etc., etc. Donc, en quelque sorte, il entre dans ce terrain, et c'est ça qui est un peu l'objet de mon article, le retour de Saussure, dans ce numéro, et il s'approche donc de cette intuition que la langue ne connaît pas la logique. Pas la logique dans le sens aristotélicien, tout simplement. Je propose que de lire, pour avoir une notion du double ici, il faut vraiment lire les problèmes du texte. Évidemment, ce que pour lui, pour Saussure, est le problème, c'est que comment parler ou comment comprendre une expression qui a à la fois le sens qui a à la fois une expression. Comment comprendre la non-distinction entre l'expression que j'ai dit et le sens qui est dans cette expression. Et il parle donc il y a deux termes qui est intéressant, qui est important ici. C'est le terme complexe et hétérogène. Donc, cette unité qui est double est une unité complexe et une unité hétérogène. Hétérogène, ça veut dire un mélange du sens et de l'expression, mais ce mélange constitue quelque chose qui n'est ni sens, ni expression. Ça produit quelque chose de nouveau qui n'est pas réduit à une figure vocale d'un côté et peut-être une pensée pure de l'autre côté. J'ai dit complexe, hétérogène, donc c'est le signe dans le sens ultérieur, c'est-à-dire l'unité du signifiant, c'est l'un qui est aussi deux. L'un est à la fois deux. En tradition philosophique ou théorique, on peut pas dire ça. On ne peut même pas dire que la langue a une essence. Parce que ce qui dans la tradition a une essence, c'est qui est élément primaire. Parce que en ce dualisme, langue, monde, langue, pensée, il y a toujours un terme qui est primaire. Et dans la tradition, la langue a toujours été représentation de la pensée, communication d'une pensée, c'est-à-dire ce qui vient en supplément par rapport à quelque chose qui précède la langue. Donc, il y a une priorité,
Et l'essence, dans le sens d'Aristote, appartient à ce qui est primaire, aux objets, à la pensée. Si la langue est seulement l'expression, un médium de ce qui préexiste de la langue n'a pas d'essence. Je suis sûr, en rompant avec ce ciel et en pensant l'immanence de la langue comme son autonomie, cela implique que la langue a une essence, mais une essence dans ce sens tout à fait nouveau, parce que l'essence, dans le sens ici, ne peut être que le sens d'un objet unique. C'est l'objet, c'est la pensée, donc c'est l'unité qui fait l'essence dans la tradition. Maintenant, c'est pas seulement que la langue a une essence, mais cette essence est même le contraire d'une essence dans la tradition, parce que c'est une essence double. C'est une essence de ce qui est à la fois complexe et hétérogène. Donc, Saussure, ici, explique pas seulement qu'on n'a pas compris Saussure par la suite, mais plus profondément, il explique pourquoi on est tellement intégré dans ce dualisme classique qui est tellement spontané qu'on ne soupçonne pas qu'on peut en sortir théoriquement. Bon, je vais quand même laisser quelques temps pour la discussion, mais j'espère pas que j'ai répondu à la question qu'est-ce que la dualité et le double. J'ai seulement voulu ouvrir la question en vous invitant de dire qu'on ne le comprend pas. Mais je vais faire deux remarques en résumé. D'abord, il faut soigneusement distinguer entre dualisme et dualité dans le sens social, même si parfois ceci ne le fait pas. Parce que la dualité dans le sens de Saussure, c'est le double, c'est l'un qui est aussi deux. Et ce sens de dualité chez Saussure est donc un sens qui se pose la critique de ce premier dualisme, le dualisme spontané ou le dualisme classique. Puis, il faut dire qu'on ne peut pas dire ou continuer à dire ce que Simon Bouquet a fait tout à l'heure en parlant de différence. Parce que de dire que dans la langue il n'y a que des différences, il faut aussi dire dans la langue il n'y a aussi que des dualités. Donc, différence et dualité se dépendent réciproquement. Et le problème de la réception de Saussure, et je cite Jean-Claude Miller dans mon article ici, c'est que en s'appliquant seulement sur les différences, sans faire référence à la dualité, on risque de tomber dans une catastrophe que le structural soit rabattu sur le numérique. Donc, on tombe dans l'ordinateur. Donc, on ne soupçonne pas la radicalité de Saussure. Et c'est triste, parce que si on ne soupçonne pas ça, on continue de méconnaître Saussure. Bon, je peux arrêter. Merci. Bon, on a le temps pour des questions ou des commentaires. Sinon, on a aussi le temps à la fin de la journée pour... Oui, je vous remercie parce que c'est très éclairant. Et il me semble que justement, dans les sens doubles, ça se concrétise ensuite, cette dualité antinomique, par la séparation de deux sciences. C'est la science qui suit la figure vocale à travers la diachronie, c'est-à-dire la phonétique historique, alors que la vision, disons, qui est la vision synchronique, c'est la vision justement qui envisage ces dualités dans leurs différences. Donc, il y a
cette double essence qui débouche sur deux points de vue, les deux points de vue qui sont... Tout à fait. Et à l'époque, il faut peut-être rajouter que c'était la critique de Saussure de néo-grammarienne qui mélangeait la chose physique avec la phonétique en faisant c'était l'argument que la linguistique c'est rare une science naturelle. Et donc, il voulait exclure cette possibilité. Ça, c'est sa critique de néo-grammarienne. Mais la difficulté, c'était alors de penser ça. Et je crois que son sentiment de n'avoir pas été compris, c'était justement son déplacement du dualisme classique vers son propre dualisme théorique, qui est la condition pour bien comprendre ce que lui comprend par double et dualité. On pourrait peut-être transposer, disons, la séparation qui est faite avec la phonétique historique à la séparation qui est faite avec la sémantique historique et le refus de Saussure de ce qu'il appelle les Ausführungen à la Bréal. D'une certaine manière, la sémantique structurale a prolongé beaucoup plus Bréal que Saussure. Et simplement, elle a... c'est pour ça qu'il n'y a pas de sémantique saussurienne. Ça ne voudrait rien dire. Je veux dire, tout le problème de la sémantique saussurienne, ça va être ça ne peut être que la reconquête de l'expression, si on peut dire. Bon, sans doute, il n'était pas mauvais de faire de la sémantique à un moment où les grammaires formelles envahissaient le devant de la scène. Mais ça ne peut être que temporaire. C'est pas parce qu'on est deux fois unilatéral qu'on sera complet. Et bon, je laisse ce point. Ce n'était qu'une remarque. Maintenant, pour prolonger ou du moins aller dans le même sens en ce qui concerne le vocabulaire de l'ontologie et le sens non ontologique de essence dans ce texte, il y a tous les termes comme entité ou autres qui fourmillent et qui ne sont jamais pris dans le sens de l'ontologie classique. Alors là, il y a un problème de vocabulaire du fond, enfin, ce qu'on pourrait appeler le fond de sauce de la pensée. Par exemple, il n'y a pas de mot dans la tradition pour parler du non-réalisme. Il y a le nominalisme, etc. Mais ce sont des variantes du référentialisme. Et donc il n'y a pas de... Alors je pense que par exemple, il utilise entité au sens où Yemslev enlèvera entité, mettra grandeur. C'est-à-dire un truc quelconque que l'on est arrivé à délimiter. C'est pas du tout, mais c'est une entité au sens purement opératoire. J'ai délimité quelque chose et donc je l'appelle une entité. Mais si on proche, donc il y a une utilisation pas non pertinente, mais au fond détachée complètement de la tradition ontologique de certains termes, dont essence. Là, je suis parfaitement d'accord. Et donc, il faudrait... parce qu'il y a un livre sur l'ontologie de Ferdinand de Saussure qui date de 5 ou 6 ans, hein, qui est la thèse de Manillier, par exemple. Donc, les lectures référentialistes de Saussure demeurent, celle de Martin, par exemple, celle de Flaubert. Les lectures ontologiques demeurent, celle de Manillier, et il y en a d'autres. Là-dessus, la clarification n'est pas une mauvaise chose parce que c'est même tout à fait indispensable et s'appuyer sur une lecture oublieuse et donc réceptive, eh bien
bien la première chose que l'on doit faire. Quand tu évoques Bréal, j'avais travaillé un peu sur Bréal à l'époque où j'ai travaillé sur ceci, parce qu'il fallait bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce temps, parce que c'était très très compliqué. Et ce que je peux dire maintenant, c'est que ce dualisme classique était à l'époque intégré dans la linguistique, c'est-à-dire qu'on parlait d'un côté de la sémantique, et chez Bréal, sémantique est le terme inventé par lui selon les modèles de la phonétique. Donc il est d'un côté de la phonétique, de l'autre côté de la sémantique. Donc l'objet de la linguistique, c'est donc de parler de la sémantique et de la phonétique et de les lier les deux. Et donc, ça c'est le problème que pour Saussure est le problème absurde. Parce qu'on ne peut pas lier ce qui est au début unifié, c'est-à-dire le double ou les dualités au sens de Saussure. Et ce qui se passe donc à partir de cette époque, phonétique d'un côté, sémantique de l'autre côté, ça continue après parce qu'il y a toujours des compartiments de la linguistique, donc il faut lier l'un à l'autre et on continue de penser à l'intérieur de ce schéma classique du dualisme. A est différent de B, mais il faut quand même lier les deux, en quelque sorte. On peut citer en exemple le titre même de la journée d'études de l'Association des sciences du langage la semaine prochaine, à laquelle tout le monde est tout à fait invité, qui s'intitule « La sémantique et ses interfaces ». Qu'est-ce que c'est que l'interface? Oui, l'interface, c'est communique avec autre chose. Donc, c'est un nom pour le dualisme première manière. Et en effet, on est sans cesse du moment qu'on a délimité faussement une science du langage qui serait la sémantique, on est obligé de multiplier les interfaces pour savoir quoi en faire. C'est un défaut de conception qui tient justement au pluralisme apparemment bienveillant, mais en fait destructeur, qui a été créé, justement, en tout cas institutionnalisé, par l'association même des sciences du langage et la création de ce pluriel. Donc ça sera cognitif de tout ce que vous voudrez. Mais je veux quand même ajouter une petite remarque pour clarifier ça avant que ta question, Simon, parce que je disais qu'il y a une différence de nature entre ces deux dualismes. Ça veut dire quoi? Ici, ce qui est l'importance, c'est la ressemblance. Comment est-ce qu'il y a une analogie, une ressemblance entre la pensée et le monde, ou entre les signes et les choses? Ici, ce qui est important dans ce dualisme, c'est la rupture, la différence. Donc, c'est quoi la différence entre la langue et le monde? Ça, c'est la question qui n'est jamais posée à l'intérieur du dualisme classique. Là, et les philosophes aujourd'hui, quel est le rapport entre le langage et le monde? On ne pose pas la question, qu'est-ce que c'est la différence entre le langage et le monde? Pour poser cette question, il faut partir du dualisme au sens théorique ici. Parce que quand on parle des figures vocales et des ondes sonores, on peut aussi parler ici des objets. Et ici, on a des objets simples. La figure vocale est un objet simple. Ici, il n'y a que des termes hétérogènes et complexes. Donc, pour ceci, c'est la fin du simple. Moi, je suis frappé que dans les sens doubles, donc, tu as évoqué la quête terminologique sur le mot signe avec les parasomes, etc. Et dans les sens doubles, il a une trouvaille qui est ce kénome, du grec kénos, hein, on parle de la kénose en théologie, c'est le vide. Oui. Et moi j'aurais tendance à y entendre cette déconstruction wittgensteinienne que tu fais à propos de dualisme et dualité, comme se reflétant de façon beaucoup plus satisfaisante dans le kénome
que dans toutes les autres tentatives de désignation du signe. Évidemment, oui, mais tu as raison, parce que ce dualisme théorique chez Saussure implique une pensée anti-substantialiste, si on peut dire. Parce que le substantialisme, le contenu, les mots, les choses, sont liés au premier dualisme. Ici, on se libère du substantialisme et on s'approche du vide, du vide plein. Oui, vers le vide. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, pour revenir à notre discussion tout à l'heure, il n'y a pas de sens déterminé. Parce que le sens déterminé, c'est toujours donné dans ce contexte, je dis ça, dans le sens. Mais au niveau de différence et de dualité, il y a plutôt le vide plein. Oui, le vide fond, enfin, oui. C'est un thème de philosophie bouddhique, ça, le vide fond. Ah oui, mais et aussi de la logique de Nagarjuna des premiers siècles de la pensée bouddhique, où les choses, une logique qui n'est pas une logique du tiers exclu, où c'est, ça n'est pas, c'est à la fois et ça n'est pas, et ça n'est ni n'est pas. Et il me semble que c'est un petit peu cette démarche déontologique. Même au ventre, ça commence à se vider, donc peut-être qu'on va manger. Alors, un petit point. En fait, il y a aussi alors, deux petites remarques et ensuite on prend la pause. Donc, Laszlo et puis Missir. Au-delà de Nagarjuna, il y a tout simplement Yamslev, la cinématique, c'est ça, c'est la créneau. Et bon, ça a déjà été, ça a été réfléchi de façon très organisée. Juste pour compléter exactement ça, chez Nagarjuna, la vacuité n'est pas vide du tout, hein. C'est simplement la coproduction déterminée, ça veut dire que c'est un insubstantialisme, mais plein, c'est effectivement un vide plein, dans la mesure où cette vacuité-là n'est pas du tout la vacuité qu'on peut avoir dans une métaphysique occidentale. C'est une vacuité pleine de choses, mais vide de substance. Et la vacuité de Saussure, elle serait plutôt du côté oriental occidental. Hein. Mais je vais assez. Oui. Ce vide, il est forme. C'est le sutra du cœur. Il est la forme, le vide est forme. Et c'est pour ça que c'est très important de souligner que chez Saussure, négativité ne veut pas dire négativité au sens classique dans notre tradition. Parce que la négativité n'est pas la négation du positivité, mais la négativité produit quelque chose. Les différences constituent ou produisent quelque chose. Donc c'est une négativité productive. Et qui est relation. Ok, je pense qu'on va poursuivre cette discussion vers la fin de la journée. Maintenant, c'est l'heure de déjeuner.